Bonjour Jana, Bonjour Marie. bonjour à vous. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme chaque mois, au moment du premier croissant de lune, pour faire un petit peu le point sur tout ce qui va se dérouler dans le ciel pendant ce mois de mai. Et apparemment, ça démarre fort, ça se bouscule et déjà plein de choses sont arrivées. Je te laisse la main, Jana. Par quoi tu démarres? Oui, bonjour à tous. On va démarrer avec la conjonction entre le Soleil et la Lune qui a eu lieu le 27 avril. Comme d'habitude, je commence avec ce moment-là. On va parler un petit peu de quelques sujets d'actualité puisque nous avons été témoins de cette incroyable coupure d'électricité en Espagne. Et nous allons voir à quoi cela correspond en astrologie, puisque c'est arrivé vraiment au tout début de cette lunaison. Et voilà, nous allons continuer comme d'habitude avec le premier croissant, avec les configurations principales de ce mois solilunaire. Nous allons les observer jour par jour en essayant de donner quelques clés pour que chacun puisse s'orienter pour quand est-ce qu'on va bénéficier de moments propices pour faire certaines choses et au contraire d'autres qui sont moins propices. Voilà. Alors, avant de continuer, je voudrais vraiment préciser quelque chose. C'est que, en fait, bon, d'une part, tu utilises un logiciel qui est assez particulier et qui permet de faire de l'astrologie en 3D, qui rend visible sur la carte les moments où les planètes sont visibles, sont invisibles, les levées héliaques. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Mais surtout, c'est que ces prédictions mensuelles au moment de la nouvelle lune sont de véritables mini-cours d'astrologie et je vous invite vraiment à regarder les lunaisons qui sont déjà passées parce que c'est une mine d'or, c'est plein de ressources. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à revisionner si vous découvrez cette vidéo-là aujourd'hui, que vous ne connaissez pas encore Jana, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Merci Marie. Merci. C'est vrai que j'ai du mal à sortir de mon rôle de transmetteur, je dirais pas enseignant, c'est que j'ai l'impression de transmettre juste. Ouais, mais c'est passionnant parce que en fait, comment dire, justement, tu donnes pas juste les prévisions comme ça. En fait, tu apportes vraiment du sens, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, et ça nous invite aussi à aller regarder aussi, à lever la tête parce qu'on lève plus la tête, on va plus observer le ciel, hein, on est tous sur nos logiciels à regarder les cartes, mais tout se passe dans le ciel et il y a plein de choses qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Exactement. Et ce mois-ci, il y a justement une telle influence. C'est-à-dire, c'est un lever héliaque de Saturne que nous allons observer. Je travaille énormément avec les levées héliaques des planètes qui étaient largement utilisées depuis le début de l'astrologie, c'est-à-dire Sumer, depuis Sumer. Il y a même des artefacts qui parlent d'un temps encore plus ancien, d'avant le déluge. Mais bon, je vais pas rentrer dans ça. Ceci dit, c'est la première technique de prévision de l'humanité. C'était vraiment les levées et les couchers iliaques des planètes, puisque les planètes sont des êtres vivants qui sont là devant nous et leur présence ou leur absence du ciel, c'est-à-dire visible à nos yeux, à l'œil nu, Mm. a une signification vraiment primordiale. Ça tient la première place dans les techniques de prévision antique. Et en effet, très puissant, nous allons le voir sans doute ce mois-ci, nous allons être témoins d'un tel lever héliaque. Nous allons porter notre attention vers ce Saturne qui va devenir visible. Et voilà, ainsi nous allons voir à l'œuvre ces principes anciens, pardon. Super. Voilà. Alors, cette nouvelle lune s'est déroulée le 27 avril, je crois, vers 9h30. Voilà. Le soir, si vous voulez, je vais partager l'écran pour vous montrer la carte. Donc voilà, vous voyez ici la carte du ciel.
du moment de la conjonction entre le Soleil et la Lune, le 27 avril, vers 21h27, le 27 avril. Le soleil venait de se coucher quand la lune l'a rejoint dans le 13e degré du signe du bélier sidéral. Donc nous sommes ici en sidéral, bien sûr. C'est-à-dire, c'est une partie du bélier qui représente son ventre. Et puis de cette façon, les nouvelles énergies, la nouvelle semence de ce mois-ci a été définie. De quoi va nous parler ce mois lunaire? Quel est le thème principal, etc. À ce moment-là, nous voyons quelle est la graine qui va se développer pendant le mois solilunaire. Mais par contre, le véritable début et le véritable moment où nous sommes conscients de ce qui se passe arrive le lendemain de cette conjonction avec le premier croissant lunaire. C'est toujours au moment de l'apparition du premier croissant lunaire que la Lune nous transmet pour la première fois la lumière du Soleil et donc une portion de conscience arrive pour que nous puissions véritablement parler d'un mois lunaire conscient en cours. Là, ce moment-là, on dit que c'est un moment où on définit la volonté des dieux. La volonté des dieux se déroule lors de la conjonction entre le Soleil et la Lune, et puis la première portion de ce qui arrive à nous, à notre conscience, se déroule lors du premier croissant lunaire. Et donc, que nous réservent les dieux durant ce mois? Si c'est un mois pas très calme. Pas très calme puisque le Soleil et la Lune participent à une très grande configuration qui est d'une part l'opposition entre Mars et Pluton qui est en pratique exacte au moment de la nouvelle Lune. Vous voyez que Mars est à 10 degrés dans le 10e degré du Cancer, alors que Pluton, il est dans le 9e degré du Capricorne, juste en face. Mais en réalité, il y a très très peu de distance qui les sépare au niveau des degrés. Et puis, le Soleil et la Lune qui se trouvent dans le Bélier, qui sont en carré et avec Pluton et avec Mars. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Le signe du Bélier, il est en lien avec la planète Mars, c'est-à-dire avec l'initiative, avec l'énergie physique, avec le fait d'être pionnier dans un domaine, avec les confrontations, les conflits, la guerre éventuellement. Donc nous avons toute une panoplie de significations du meilleur au pire avec le bélier. Euh, L'énergie, peut-être, tout simplement, l'énergie vitale. Et l'énergie, tout à fait. L'énergie, tout simplement. L'énergie vitale, mais aussi l'énergie d'EDF, si vous voulez. L'énergie tout court. Oui. Ce qui fait avancer nos appareils électriques est également sous le bélier et sous Mars. Voilà. Donc, l'énergie vitale aussi, absolument. Le soleil étant dans le bélier ce mois-ci est exalté. Cela veut dire qu'en fait, il y aura des fortes expressions du principe solaire qui est de gouverner, qui est d'imposer son autorité, qui est d'être un leader justement dans son domaine et qui nous assure une bonne vitalité. Vitalité, le soleil est en lien avec la vitalité, avec l'autorité, avec la gouvernance, avec la gloire aussi, avec le fait d'être connu, etc. La reconnaissance également. Le soleil. Donc un soleil exalté dans le bélier, déjà, pendant le moment où le soleil traverse le signe du bélier, il va énergiser le principe solaire, tout simplement. Il va énergiser le principe solaire en tout le monde. Mais il va énergiser le principe solaire surtout chez les personnes qui ont bien évidemment des planètes dans le
signe du Bélier ou alors des d'autres signes qui sont soit le Cancer, soit la Balance, soit le Capricorne en sidéral, hein. Nous sommes toujours en sidéral. Alors, cela correspond au signe du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau en tropical, pour que ceux qui sont habitués au tropical se repèrent un petit peu. Donc, quand nous avons cette puissance solaire qui est mise à l'épreuve dans ce carré, cela veut dire qu'il y aura une très grande confrontation d'ego, en fait, d'ego. Il y aura dans l'air sans doute des moments de confrontation, de stress, de tension, des moments où chacun voudra imposer son point de vue. D'autant plus que le bélier est gouverné par Mars, la planète Mars, qui se trouve ici, dans le cancer. Alors, Mars n'est pas très bien placé dans le cancer. Il est en chute. Il est en chute dans le cancer. Cela veut dire qu'il pourrait présenter certaines de ses caractéristiques désagréables. Il pourrait agir par des moyens détournés. Il pourrait être hyper susceptible, hyper sensible. Et c'est-à-dire que la colère ou l'agressivité naturelle que nous avons tous pourrait dépendre énormément de nos émotions. Pourquoi? Puisque le cancer, c'est le signe de la lune et la lune est en lien avec nos émotions. Donc, Mars, il est assujetti quelque part à l'action de la lune qui est fluctuante, qui est changeante, qui change de lieu chaque jour. Et donc, il y a c'est un côté un peu chaotique dans ce Mars, ce qui pourrait nous rendre colériques, susceptibles pour un rien. Et cela pourrait être déterminé par nos émotions, tout simplement du jour. Notre état physique également, puisque la Lune est en lien également avec le corps physique. Étant la planète la plus proche de la Terre, elle gère les liquides dans le corps, etc. Donc elle est vraiment importante également pour le corps. Donc de ces phases lunaires va dépendre la virulence quelque part de ce Mars, l'irritabilité, etc. Mars en cancer pourrait être également en lien avec la défense des principes lunaires, notamment la famille, défense de la famille, défense de la patrie, défense d'un pays, la défense. En plus, Mars étant positionné de cette façon-là avec le Soleil, se présente également comme un défenseur, donc défense des principes lunaires, famille, patrie, etc. Et puis une certaine susceptibilité. Donc, Mars pourrait agir de manière un peu, comment dire aussi, manipulatrice des fois, puisque, ou cachée, ou souterraine, ou pas très claire, puisque il manque de franchise dans le cancer. Il peut avoir des moyens détournés psychologiques, par exemple, d'agir, puisqu'il s'agit d'émotions, d'un royaume émotionnel. Le cancer est un royaume émotionnel. Donc, il peut y avoir des moyens comme ça, psychologiques, un petit peu de s'imposer. Quand nous rajoutons à cela Pluton, qui est en face, pile en face de Mars, le tableau change encore en intensité, puisque Pluton dans le Capricorne est en lien avec les profonds changements collectifs que nous sommes en train de vivre, profonde transformation des structures d'État puisque le Capricorne est gouverné par Saturne et qu'il est en lien avec les structures, les administrations, les grandes organisations, le pouvoir exécutif en fait. Tout le pouvoir exécutif est sous Saturne. Donc, le Capricorne et Pluton dans le Capricorne, des fois, est en lien aussi avec des tremblements de terre, des choses comme ça, que je ne pense pas qu'ils auront lieu, puisqu'il nous faut aussi des éclipses et des choses comme ça pour les plus grandes
les plus grands tremblements de terre. Mais juste pour vous dire que voilà, le Capricorne est aussi en lien quelque part avec la terre, l'agriculture, etc. Donc, toute cette configuration entre deux planètes de puissance, de la capacité d'imposer sa volonté, et le Soleil et Mars sont des planètes qui imposent leur volonté, et Pluton qui est une planète très transformatrice et qui fait remonter à la surface les énergies les pires du genre humain qui puissent exister. Cela crée une ambiance propice aux grands changements, c'est-à-dire grande confrontation et grande purge en fait. C'est une forme de purge, de révélation de ce qui est pourri, de ce qui est mauvais, de ce qui est nécessaire d'être transformé avec Pluton par le biais d'une confrontation ouverte. Et donc, je crois qu'il y a aussi une guerre qui couve en ce moment entre l'Inde et le Pakistan, qui sont au bord de la confrontation ouverte. Et le fait que cela arrive à ce moment-là, de point de vue astrologique, ce n'est pas du tout un bon présage, puisque nous ne sommes qu'au début de la lunaison, en fait. Mm. Voilà. Après, au niveau personnel, les choses peuvent se dérouler selon les maisons astrologiques qui sont occupées par ces planètes. C'est-à-dire que si vous avez soit des planètes, soit l'ascendant ou le milieu du ciel dans ces trois signes, le bélier, le cancer et le capricorne, mais également la balance, puisqu'elle est en fait configurée par aspect avec ces trois planètes, vous pouvez vivre un moment de grande transformation qui est nécessaire, puisque Pluton, en fait, quand Pluton est mélangé à toute cette histoire, il fait vraiment ressortir le pire qu'il puisse y avoir dans nos vies, y compris certains traumatismes, certaines mémoires anciennes, qui peuvent être mises à l'évidence à ce moment-là et purgées et détruites quelque part. Donc, s'il arrive des moments de confrontation ouverte, bien évidemment, ce n'est pas juste pour nous stresser et pour nous nuire, mais pour que l'on tranche et pour que l'on passe à quelque chose de plus sain et de plus vivable pour l'humanité et pour nous-mêmes. Donc ça, c'est juste le tout début du mois avec la conjonction. Eh ben, ça démarre fort. Ça démarre fort. Il faut dire que, voilà, ça, c'était le dimanche. Il faut dire que le lendemain de cette nouvelle lune, Juste par rapport à cette mutation dont tu parles, cette grande transformation, oui, elle peut s'initier là avec la nouvelle lunaison et durer toute la lunaison ou plus? elle va se déployer pendant la lunaison avec une culmination de l'énergie au moment de la pleine lune. Comme d'habitude, en fait, la lune va activer certains points comme ça du ciel en croissant. Et de cette façon, elle va les féconder quelque part. Elle va féconder tous ces planètes et tous ces endroits du zodiaque pour les réveiller et pour les mettre appuyer sur on, si vous voulez. On appuie sur le bouton on, ça s'active. Le maximum arrive toujours avec la pleine lune. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir des événements après la pleine lune, mais il y a des moments clés où il y a des moments où ça se calme, il y a des moments où ça s'active. Voilà, c'est selon la lune et le déplacement des autres planètes et puis d'autres événements qu'on va voir ensemble. Donc, de tout ce plan que je viens de vous décrire, la volonté des dieux qui est décrite au moment de la conjonction, nous allons commencer à vivre des parties
différentes parties de ce grand plan qui va se dérouler pendant le mois lunaire, en commençant par le premier croissant lunaire. Le premier croissant lunaire est apparu du coup lundi soir, après le coucher du soleil à l'horizon ouest. Nous avons pu observer l'apparition du premier croissant de la Lune dans la toute fin du signe sidéral du Bélier. Faut dire que cette lune-là est aussi très très proche d'Uranus à ce moment-là, qui est déjà dans le Taureau. Uranus est déjà passé dans le Taureau, mais littéralement dans l'heure qui suit, la Lune le rejoint. Dans les heures qui suivent, peut-être 1 ou 2 heures après. Et qu'est-ce qui s'est passé lundi? Lundi a eu lieu cette énorme panne d'électricité. Énorme panne d'électricité du jamais vu, en fait, dans l'histoire. Peut-être c'est déjà arrivé à plus petite échelle, mais là, toute l'Espagne a été plongée dans le noir, le Portugal, une partie de la France, et cela était en lien, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, c'était en lien avec la mauvaise gestion des panneaux solaires photovoltaïques et une mauvaise gestion de l'accumulation d'énergie. Donc le bélier qui signifie l'énergie, qui signifie déjà l'électricité à la base avec Mars, mais en plus Uranus qui dans l'astrologie moderne est en lien avec l'électricité, révèle très clairement ce qui se passe, puisque en fait il aurait fallu le début du mois lunaire pour que toutes ces planètes s'activent en fait. Le carré, le grand carré s'active. Au même moment, nous avons eu l'enterrement du pape qui a énormément occupé tous les esprits. Et puis, nous allons voir que pendant cette lunaison, le nouveau pape sera élu. Donc, on va voir à quel moment et sous quel présage ça va se passer. En tout cas, au niveau personnel, ce que cela peut signifier, c'est pareil que ce que je vous ai dit précédemment, au niveau de l'émotionnel, au niveau de certaines confrontations, d'un certain mécontentement probablement personnel. Mais nous rajoutons ici la Lune qui se dirige vraiment vers Uranus. Et donc, l'émotionnel pourrait ne pas être très stable. Il peut y avoir des sautes d'humeur, des changements rapides d'humeur, etc. Voilà, bon, nous ne sommes plus le 28 avril. En réalité, ce moment est déjà passé, est déjà révolu. Nous sommes déjà le 30. Donc, je mets la carte au 30 avril aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance avec Marie d'être ensemble au moment où la Lune est avec Jupiter. Donc, aujourd'hui, nous sommes tranquilles. C'est un moment plutôt agréable de ce mois-ci où nous pouvons profiter des bienfaits de Jupiter, qui est le grand bénéfique, qui nous apporte chance, abondance, prospérité, etc. En général, nous allons revenir sur Jupiter un peu plus tard pour d'autres raisons. Et je vais passer ce moment, nous n'avons pas beaucoup je n'ai pas beaucoup à dire sur ce moment-là. Voilà. Alors, nous arrivons au 3 mai. Le 3 mai, la Lune va se joindre à Mars. Et elle est toujours Mars et la Lune seront toujours configurés avec Pluton en opposition, même si cette opposition commence à se défaire. Les planètes sont en opposition par signe. Il y a encore les influences qui sont là. La même chose pour le Soleil qui avance, mais qui est malgré tout configuré, toujours avec ses planètes. Et attention, attention, le 3 et le 4 mai, aux sautes d'humeur, à une agressivité qui pourrait se mettre en place,
à des reproches, à des conflits, etc. Le principe lunaire et féminin, en fait, est heurté ici, puisque il s'agit de la Lune et du signe du Cancer. Au niveau du monde, cela pourrait être un moment justement, pas de bascule, mais un moment de pic comme ça, de confrontation où un conflit pourrait démarrer sur un coup d'émotion. C'est l'émotion, en fait, qui pourrait poser problème ici. Ouais. L'émotion mal gérée. Donc, si nous sommes conscients de ces choses-là, nous pouvons les minimiser, adoucir, limiter les dégâts et régler, par exemple, nos problèmes plus tard, avec des planètes plus douces, dans un climat plus harmonieux. Maintenant, s'il faut vraiment trancher sur certains sujets qui sont très importants, là, voilà, nous pouvons faire de notre mieux. Mais si une situation doit être purifiée, assainie, alors il vaut mieux une confrontation saine qu'une macération comme ça qui s'envenime dans le temps, si vous voulez. Donc, le 4, la Lune est toujours dans le Cancer. C'est un peu mieux. Elle a dépassé déjà cette rencontre avec Mars. Mais elle est toujours là. Et puis le lendemain, le 5 mai, elle est sortie de cette configuration. Je pense que les jours qui vont suivre seront plus tranquilles. Ici, le 5 et le 6 mai, la Lune va former son premier trigone avec le Soleil. Et donc, il y a une certaine vitalité qu'elle va nous assurer. Puisque nous l'avons dit, le Soleil est dans un signe de vitalité, de puissance. Et puis, la Lune reflète finalement sa lumière, la lumière du Soleil. Donc, elle nous lie au principe solaire à ce moment-là d'une manière harmonieuse. Cela veut dire que c'est un bon moment pour l'activité physique, pour sortir en plein air, pour se promener. Bon, c'est un lundi, malheureusement. J'allais vous dire de sortir et vous promener. Je t'écoute religieusement parce qu'en fait, il s'avère que le 5 mai est pour moi une date importante, voire même là, parce que bon, je l'ai annoncé sur mon autre chaîne Vivre en amour avec la vie, mais bon, voilà, j'ai un cancer et donc bah là, je vais entrer en traitement et le Mhm. traitement démarre le 5 mai justement. Donc Mhm. là, pour préparer le traitement, je démarre mon premier jour de jeûne aujourd'hui. Donc je vais faire 5 jours de jeûne avant le début du traitement. Et avec ce que tu nous annonces autour de ce 5 mai, c'est plutôt positif déjà pour le démarrage du traitement qui va consister donc à démarrer une radiothérapie qui va être couplée avec une chimiothérapie les 4 premiers jours. Mhm. Voilà, donc c'est un traitement qui va durer 32 séances, donc toute la durée du mois de mai. Mais déjà, rien qu'avec ce que tu dis là, c'est plutôt de bon augure, je dirais, pour le démarrage du traitement. Et quand tu Oui. parles de grande transformation, ben, là, pour le coup, pour moi, c'est clair que c'est vraiment d'actualité et que ça Et se nous passe. pouvons voir de cette façon comment la grande transformation est en fait nécessaire Ouais, et positive. ouais. Et puis, moi, je souhaite que ce soit ton cancer qui soit complètement éliminé. Voilà, mais c'est Voilà, vraiment ce que j'ai forcément, aussi. c'est une action qui est agressive. La chimiothérapie est une procédure assez agressive, donc nous sommes tout à fait dans ces énergies agressives. C'est une configuration voilà, c'est assez, j'irai pas jusqu'à dire violent, mais une Si, chimiothérapie, si. oui, c'est violent, mais Ce qui est c'est intéressant, pour le bien. oui, c'est pour le bien. Et ce qui est intéressant, c'est que Mars, qui fait une opposition à Pluton en Capricorne, et donc Mars en Cancer, le Cancer, c'est aussi le passé. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui vient détruire, qui vient éradiquer, voire même. Enfin bon, moi, j'ai C'est beaucoup ça. travaillé
sur le sens de cette maladie là qui arrive aujourd'hui dans ma vie, que je traverse avec beaucoup de, comment dire, de foi et de compréhension de ce qui se passe. Et en fait, je trouve que là, cette nouvelle lunaison, elle est extrêmement parlante. En tous les cas, pour moi, ça, elle a vraiment beaucoup de sens dans ce que je suis amenée à traverser. Et je trouve qu'elle est de très, très bonne augure. Elle vient dire vraiment très précisément ce que je vis et je trouve ça Oui, merveilleux. absolument. C'est un moment où il faut trancher et se séparer de certaines choses. Voilà. Ah ouais, de vieilles structures, de vieilles croyances, de passé, Voilà. voilà, et c'est vrai que je vis ça comme étant une sorte d'exorcisme, hein, qui vient jusque dans la chair, couper des choses, trancher, épurer, Mhm. transformer radicalement, quoi. Oui, absolument. C'est absolument en corrélation avec ce qu'on voit là. Les anciennes structures, les vieilles structures, elles sont aussi en lien avec avec Saturne, avec la planète Saturne. Et donc, tu vas voir que Saturne aussi va avoir un rôle à jouer plus tard dans le mois lunaire. En tout cas, là, voilà, ce premier trigone de la Lune est plutôt bénéfique. Juste pour faire une précision, pour se séparer de quelque chose, pour vraiment laisser passer, faire lâcher prise sur les choses, la lune décroissante est mieux. Mais il faut savoir que ta chimiothérapie va durer assez longtemps, que tu auras aussi des phases en lune décroissante. C'est probablement là que les choses vont s'accélérer dans la purge des mauvaises choses. Mais voilà, c'est juste pour préciser pour ceux qui nous regardent. Alors, on va avancer dans le temps jusqu'au 7 mai. Pourquoi jusqu'au 7 mai? Puisque le 7 mai commence le conclave qui va être réuni pour l'élection du nouveau pape. Alors, un conclave se réunit entre 2 et 5 jours, d'après ce que j'ai vu dans le passé, pour élire un nouveau pape à huis clos, avec une présence de nombreux prélats de l'Église. Et donc, c'est un très grand moment, d'une part pour l'Église catholique, mais aussi pour le monde. Pourquoi? Parce que nous avons un contexte qui nous le dit. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que il y a beaucoup de planètes qui se trouvent aux alentours du point vernal, c'est-à-dire de l'endroit où se lève le soleil le jour de l'équinoxe du printemps. Cet endroit est précisément à 4 degrés 52 minutes des Poissons en ce moment. Et en fait, nous venons de vivre le premier mois et demi de ce nouveau cycle depuis que le Soleil a traversé ce point à l'équinoxe du printemps. Et si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, nous avons énormément parlé du fait que toutes les influences qui arrivent aux alentours de l'équinoxe du printemps auront une importance majeure pendant toute l'année. Puis, un autre moment important, c'était premier Nissan, c'était le premier croissant lunaire, en fait, du mois dernier, du mois Mhm, d'avril, que nous avons déjà traversé, et pendant lequel se sont passées certaines choses. Je ne vais pas tout répéter puisque les personnes qui s'y intéressent pourront revoir notre vidéo du mois dernier. mhm, Mais j'y reviens un petit peu justement parce que pendant ce mois lunaire de maintenant, ce point vernal sera à nouveau sollicité d'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle, avec plusieurs planètes dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la planète Saturne se trouve dans le 4e degré des Poissons. La planète Neptune se trouve dans le 7e degré des Poissons. Vénus est également là dans le 10e degré. Et cela est extrêmement fort. Il y avait même d'autres planètes il y a quelques temps. Alors, on en a largement parlé pendant les prévisions annuelles qu'on avait faites ensemble de cette conjonction qui va arriver entre Saturne et Neptune.
puisque Saturne qui représente les structures étatiques, toutes les structures en général, et le besoin de nous structurer. Et la planète Neptune qui, au contraire, représente la dissolution des structures, sont ensemble. Et sont ensemble pratiquement sur le point vernal. Donc, cela veut dire que cette conjonction aura un impact sur le monde, sur l'époque dans laquelle nous vivons, puisque le point vernal détermine l'époque, l'époque culturelle, les types d'événements qui seront importants pendant une époque donnée. Et nous sommes encore dans l'ère des poissons, vers la fin de cette époque-là, qui est en lien avec le Christ, le christianisme, puisqu'elle a commencé, le début de l'ère des poissons a coïncidé avec le premier avènement du Christ, la venue du Christ sur Terre. Et là, à nouveau, il y a, voilà, des événements d'ordre spirituel qui vont se mettre en place. Mais alors, avec cette fois-ci avec Saturne dessus. Et Saturne, nous le savons, traditionnellement, il est considéré comme un maléfique, même si nous savons qu'il a des côtés positifs, bien évidemment. Mais malgré tout, il va pouvoir, sous certaines conditions, corrompre les choses, tout ce qu'il touche, en fait. Saturne est capable de corrompre les choses qu'il touche, de les détourner de leur expression vertueuse ou normale ou bénéfique pour nous. Est-ce qu'il va le faire là? On va le voir de suite. Je vais juste déplacer la Lune et nous allons le voir dans le temps. Comment ça va se passer, à quel moment, qu'est-ce qui va être activé. Mais ce que je voulais dire par toute cette petite introduction, c'est que le moment où le nouveau pape sera choisi n'est pas anodin du tout. C'est-à-dire Hmm. que là, nous avons probablement toute la structure de l'Église qui est susceptible de changer. Peut-être il y aurait même des changements structurels dans l'Église. Il y aurait peut-être des choses qui vont avoir un impact non seulement sur l'Église elle-même, puisque tout le monde n'est pas catholique après tout, mais sur le monde. Cela aura un impact politique aussi, probablement, sur le monde. Enfin, c'est sûr, même nous le savons. Donc, c'est un mois extrêmement important. Et c'est pour cela que je me suis arrêtée à ce moment-là du 7 mai. Et puis, nous allons compter les jours du conclave éventuellement pour arriver au final à la pleine lune. Parce que 2, 3, 4 jours, 4, 5 jours après le début de ce conclave, c'est la pleine lune. Autant dire que les résultats de l'élection vont sortir à la pleine lune. Et qu'est-ce que nous voyons à la pleine lune? Nous voyons qu'à nouveau, l'opposition entre Mars et Pluton est activée. Le Soleil est encore dans le Bélier, même s'il est dans les derniers degrés maintenant du Bélier, mais malgré tout, il est toujours et encore dans le Bélier. Et il y a comme une culmination de cette énergie pendant la pleine lune. Est-ce que c'est trop technique ou trop Non, complexe? moi j'étais en train de regarder l'opposition. C'est une opposition par signe parce qu'en fait en termes de degrés, ils sont quand même l'opposition, elle est, Oui. elle est pas évidente. Non, les planètes se séparent. Les planètes se séparent, mais si nous englobons le tout dans un cycle, en fait, dans une logique de cycle, dans le fait que la nouvelle lune a commencé dans les aspects exacts et que la conscience de ce qui a été commencé au moment exact arrive à la pleine lune, en fait, nous obtenons du sens de tout ça, puisque vers la pleine lune, probablement, nous allons nous allons tous voir et être complètement conscients et informés de des changements énormes qui se sont produits lors de cette période entre l'enterrement du pape François et la pleine lune.
Alors, vous savez aussi qu'à cet enterrement, il y a eu le gratin de tous les dirigeants du monde qui en ont profité pour parler politique, pour déterminer de ce qui va se passer plus tard. Et nous Hmm. sommes ici dans une carte de volonté qui s'oppose, de pression qui se crée, etc. Le climat n'est pas du tout apaisé, au contraire. Et ce qui frappe les yeux aussi, c'est que justement ce Saturne dont on parlait, de ces structures d'État qui sont en train de se défaire, il y a beaucoup de structures qui sont en train de se défaire. Saturne, qui était jusqu'à présent invisible, va devenir visible. Ça, c'est la cerise sur le gâteau de ce mois Oui. solilunaire, puisque Saturne, pendant sa conjonction avec le Soleil, il est invisible, bien sûr. On ne peut pas l'observer à l'œil nu puisque il est trop proche du Soleil. Il est noyé dans l'aura du Soleil. Il est dans le temple de Dieu, comme on dit. Mhm. Il faut qu'il sorte du temple de Dieu et de l'aura du Soleil pour qu'on puisse le voir pour la première fois, visible à l'œil nu, au moment de son lever héliaque. Donc, on va parler de lever héliaque. Ah, et ce moment-là sera juste après la pleine lune pour la France, puisque le lever héliaque dépend de la latitude sur Terre où on se trouve. Donc pour la France, Saturne va devenir visible le 13, comment dire, en théorie le 13 mai dans la nuit, il est assez loin du Soleil pour être visible, mais comme c'est la nuit, on ne peut pas le voir. Donc en réalité, c'est le 14 mai qu'il serait visible à l'horizon est en précédant le lever du soleil. Pour ceux parmi vous qui veulent le voir, il faut y aller quand même pas mal de temps avant le lever de soleil. 3 heures peut-être avant pour le voir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, quand il y a une conjonction entre le Soleil et Saturne, qui arrive tous les ans au final, à chaque fois, il y a un nouveau programme pour Saturne qui est donné. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont les choses qu'il doit construire? Quelles sont les choses qu'il va concevoir? Où est-ce qu'il va falloir qu'on soit le plus patient, persévérant, etc. Cela dépend, bien sûr, de l'endroit où se trouve cette planète dans dans nos cartes. Comment dire? Cela dépend quelle maison astrologique dans notre carte natale est en poisson. Et du coup, ce sera cet endroit-là, cette maison-là et les thèmes de vie en lien avec cette maison-là que Saturne, qui est maintenant dans le ciel, va traverser. Et donc, c'est là, à cet endroit-là, que nous devons maintenant être le plus persévérants. Nous devons travailler le plus. C'est là que nous devons faire le plus d'efforts. C'est là que nous allons probablement avoir certains manques. Peut-être nous pouvons premièrement subir certaines pertes. Peut-être nous pouvons être mises à l'épreuve selon ce que cette maison signifie dans nos vies, pour après, par la suite, développer ces énergies-là et par notre effort et notre persévérance, arriver à bon port et maîtriser ces énergies-là. Donc, il y a deux moments qui sont importants pour tout cela. Le moment de la conjonction entre le Soleil et Saturne qui a eu lieu dans le Verseau sidéral pendant l'hiver. Et en même temps, le lever héliaque de Saturne que nous allons vivre ce mois-ci. Et quand cette influence saturnienne va se mettre en place sur le point vernal, avec en même temps Neptune, qui est à peine à 3 degrés de lui, c'est extrêmement puissant. Cela veut dire que
Le nouveau programme saturnien la nouvelle manière de gérer le monde quelque part va être définie. En effet, nous allons avoir à la fois un nouveau pape, mais à la fois il y aura peut-être des changements au sein de l'Église elle-même, c'est pas exclu, avec Neptune à côté. Et puis, cela risque d'être un gouvernement du type saturnien, c'est-à-dire, est-ce que cela va être quelque chose de plus traditionnel? Est-ce qu'il y aura un retour vers des valeurs traditionnelles? Ou est-ce que ce sera plutôt dogmatique? Ou est-ce que ce sera carrément corrompu comme valeur? C'est tout cela, on peut le deviner quelque part avec les aspects que forme cette conjonction et aussi grâce au maître des poissons qui est Jupiter pour voir comment il va aider ou contredire ou corrompre aussi ses influences. Je vous laisse une petite pause pour respirer parce que c'est peut-être assez complexe. Parce que je vais vous expliquer encore quelque chose d'un peu... J'ai une question, parce que en fait, Oui, dans les vidéos précédentes où on avait parlé de cette conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Poisson, on a abordé les aspects limitants, frustrants, enfin les aspects saturniens habituels qu'on connaît par rapport à cette conjonction, mais on a aussi abordé les aspects positifs, en fait, ce que ça oui, amène. Et on a vu que cette conjonction pouvait amener un besoin d'incarner les valeurs de cœur, de se reconnecter avec le Christ en soi, avec cet amour universel, avec voilà. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer que les valeurs de cette nouvelle papauté, on va dire comme ça, pourraient être tournées aussi vers là? Ou est-ce que ça va d'abord détruire, enfin aller au bout dans les oui. extrêmes d'un système pour que ça puisse En fait, ressusciter dans une autre forme? oui, 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 tout à fait. Alors oui, c'est sûr et certain que nous pouvons avoir le côté lumineux. Nous allons le voir de suite, le côté lumineux. Après, une influence, comme nous le savons tous, le malheur des uns fait le bonheur des autres et vice-versa. Une seule et même influence ne peut pas signifier la même chose pour tout le monde. Nous pouvons avoir le pire ou le meilleur selon la base qui est en général la carte natale d'un natif. C'est-à-dire que selon votre horoscope à vous, vous êtes prédisposé à plutôt à telle réaction sur les questions spirituelles. Où vous en êtes là dans votre vie où il est nécessaire telle ou telle chose. Donc, c'est très différent d'une personne à l'autre et nous n'avons pas d'influence type comme ça. Nous pouvons juste dire que ces thèmes-là seront dans l'air, qu'il y aura les deux voies quelque part. Il y aura la voie corrompue, il y aura la voie lumineuse, Hmm. puisque Saturne pourrait corrompre en effet. Mais du côté lumineux des choses, il faut dire que Vénus est là. Vénus est toujours et encore là. Dans les poissons, Vénus est exaltée dans le signe des poissons. Alors certes, il y a en sidéral, nous avons d'autres exaltations qui sont différentes un petit peu des exaltations traditionnelles, mais malgré tout, nous pouvons utiliser les exaltations traditionnelles. Et là, ça marche pour Vénus qui est exaltée dans les poissons. Elle va rester dans les poissons tout le mois jusqu'au bout. Et de cette façon, elle va anoblir considérablement et Saturne et Neptune, etc. Elle peut littéralement nous rendre amoureux si ce n'est déjà fait pendant le mois dernier, puisque le mois dernier, Vénus est apparue en tant qu'étoile du matin. Nous en avons aussi longuement parlé dans les vidéos précédentes. Maintenant, cette Vénus de la victoire dont nous avons parlé, maintenant, elle est arrivée. Vous voyez, elle est devenue très éloignée du Soleil.
Elle est arrivée à ce qu'on appelle son élongation maximale. C'est-à-dire qu'elle est le plus loin du soleil possible et c'est là qu'elle est la plus brillante aussi. Mm. Donc, elle est la plus brillante, la plus puissante. Elle reste le plus longtemps visible dans le ciel le soir, puisque comme elle est loin du soleil, ben, on la voit longtemps. Et de cette façon, ces principes qui sont l'amour en plus est très romantique et assez inconditionnel et quelque part sacrificiel pour certains, pourrait se mettre en place. On pourrait voir la preuve d'une énorme compassion, par exemple, d'un grand désir d'apaisement, d'un grand désir d'entente, etc. Et elle influence très bien le secteur. Donc, euh, qu'il s'agisse du pape, de l'élection du pape, nouveau pape, ou tout simplement de la spirituelle, de l'âme humaine, de notre âme collective, de notre vibration spirituelle commune, c'est quand même assez positif, cette Vénus-là. Elle n'est pas juste comme ça dans les poissons, elle est dans son élongation maximale, la plus brillante, la plus longtemps dans son cycle héliaque. Donc, amour, fraternité, paix, etc. seront toujours voulus, désirés par tout le monde et cela va considérablement apaiser les tensions. Pourquoi? Parce que ce Mars que nous venons de voir depuis le début, il reçoit tout le temps le trigone de Vénus et de Saturne. C'est-à-dire que toute cette tension de laquelle nous parlons depuis le début, elle reçoit malgré tout une aide énorme. Et cette aide s'appelle l'amour. Elle s'appelle la compassion, elle s'appelle la solidarité, elle s'appelle la fraternité, elle s'appelle la gentillesse. Et cela aide énormément. Donc oui, tout à fait, il y a la possibilité que les choses se passent bien également et que du coup, avec ce nouveau Saturne, des nouvelles structures se mettent en place et que ces nouvelles structures peuvent être aussi bénéfiques, Mm. bénéfiques pour l'humanité puisque Vénus est là. Ok. Alors, puisque le temps tourne, comme on voit, est-ce qu'on peut avancer sur le programme du jour? Est-ce que tu en as terminé là par rapport à... Euh, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on ne peut jamais tout dire. S'il faut aller plus loin, allons plus loin parce que, en effet, on aurait pu parler un petit peu de Jupiter, puisque Oui, Jupiter gouverne les poissons. oui. Eh bien, parlons de Jupiter. Voilà, et après c'est tout. Après, nous pouvons voir la suite de la traversée du zodiaque par la Lune pour voir les jours bénéfiques un peu pour certaines choses, et puis c'est tout. Donc, pourquoi Jupiter est important? Puisque Jupiter, dans l'astrologie traditionnelle, est le maître des poissons. C'est le maître traditionnel des poissons qui va être prioritaire par rapport à Neptune. Donc, Neptune est le maître des poissons en astrologie moderne et se trouve ici dans les poissons. Mais Jupiter, lui, pardon, il est le maître traditionnel. Et comme il est visible, contrairement à Neptune, nous le prenons en priorité. Donc, Jupiter, il est, lui, à la toute fin du taureau et il est à la fin de son cycle héliaque. Cela veut dire que bientôt, il va faire une conjonction avec le Soleil et pour la faire, il va disparaître et il ne sera plus visible.
Mm. En ce moment, vous pouvez le voir le soir, après le coucher du soleil, vous pouvez l'observer dans le ciel. Mais dans un mois, vous ne pourrez plus l'observer. Il sera déjà proche du soleil, il va disparaître dans son aura, et ce sera la fin de son cycle héliaque et de sa vie dans ce cycle et de son programme pendant ce cycle. Donc, il aura un nouveau programme. Cela va arriver le mois prochain. Le mois prochain, Jupiter va changer de signe, il va passer en Gémeaux sidéral, etc., etc. Pour l'instant, il est encore visible à la fin de son programme précédent. Donc, nous ne sommes pas encore. Qu'est-ce que représente Jupiter? Jupiter représente beaucoup de choses, parmi lesquelles nos croyances, nos gourous, nos professeurs, nos maîtres, les personnes qui nous aident, nos mécènes quelque part, ceux qui apparaissent pour nous aider comme ça par miracle, la chance, etc. L'abondance matérielle aussi, Jupiter, entre autres, pour toutes ces significations. Et donc, il représente quelque part aussi notre foi, notre capacité à avoir la foi dans la vie. Il peut représenter aussi en négatif l'arrogance, le fait de se croire supérieur aux autres, le fait d'être trop, comment dire, de gaspiller, le gaspillage, d'en faire trop, d'être trop optimiste, de pas avoir une réelle compréhension des choses, d'être en dehors de la réalité quelque part, en négatif. Donc quand Jupiter maintenant est à la fin de son cycle, il n'est pas très puissant, il va disparaître. Cela veut dire que ces histoires de pape et de nouvelles spiritualités, malgré tout, sont encore, comment dire, les critères selon lesquels il sera élu appartiennent encore à l'ancien cycle. Ce n'est D'accord. pas encore mis à jour. Cela veut dire que c'est pas très propice. Au niveau de Jupiter, c'est pas très propice puisqu'il arrive à la fin de son cycle. À la limite, s'ils auraient pu attendre un mois ou deux, pas jusqu'à mi-juillet, ce serait génial. Puisque mi-juillet, ce sera autre chose. Mais là, on risque de tomber dans le dogmatisme d'un côté, le fanatisme de l'autre côté, l'athéisme d'un troisième côté. Toutes ces tendances spirituelles en ce moment se mélangent. Et on le voit aussi dans d'autres événements politiques. Là, par exemple, en Bulgarie, en ce moment, il y a le grand débat, est-ce qu'il devrait y avoir à nouveau de la religion, de l'éducation religieuse ou spirituelle à l'école? Et vous imaginez ce que ça ouvre. Alors, d'un côté, vous avez tous les extrêmes, en fait. De l'athéisme absolu d'un côté, du dogmatisme de l'autre côté, du fanatisme, de tout. Et c'est la fin du cycle de Jupiter, je me dis. Euh, il faut qu'on soit tolérant, il faut qu'on cultive une véritable tolérance spirituelle et humaine à ce moment-là, puisque les fanatismes aussi peuvent flamber. Voilà. Après, et après je m'arrête, Jupiter, il se trouve à la pointe de l'une des cornes du taureau, Mhm. hein, qui est l'étoile Zeta, je crois, du taureau. Elle n'a pas de nom, mais qui marque un degré sacré du taureau, le degré sacré, le 30e degré du taureau. Euh, donc, c'est un degré très, très spécial. C'est de là que commence la Voie lactée, en fait. Et d'un côté du zodiaque, voilà, de l'autre côté, se trouve par ici. Donc, tout cela est extrêmement puissant pour le meilleur ou pour le pire, selon selon les horoscopes, selon les horoscopes, sur qui ça tombe. Voilà. Bon,
Maintenant, bon, nous nous sommes arrêtés ici à la pleine lune avec la lune elle-même. Euh, je vais la faire avancer juste encore de quelques jours, juste pour vous dire qu'aux alentours du 18, 17, 18, 19 mai, elle va à nouveau participer à cette opposition par signe entre Mars et Pluton, qui risque de toujours de nous plonger dans des mauvaises humeurs, etc., puisque la Lune est en Capricorne. Le Capricorne est assez maussade comme humeur, c'est sérieux en fait. Voilà, c'est pas par exemple le moment d'organiser une fête ce jour-là. Mais peut-être d'aller à la montagne, pourquoi pas, puisque le Capricorne est en lien avec la montagne. Euh, et puis, aux alentours j'avance dans le temps, du 22, 23 mai, la Lune est en Poisson avec Saturne et Neptune et Vénus, et donc elle nous met en lien à nouveau avec la spiritualité, la connaissance ancestrale dont notre tradition astrologique fait partie et que l'on retrouve aussi dans les Poissons. J'en en ai déjà largement parlé dans les vidéos précédentes. Mais c'est une journée vraiment, le 22, deux journées, le 22 et 23, qui sont propices pour plonger dans la connaissance, dans la spiritualité, dans l'art aussi. Hmm. Euh, voilà, méditation, prière. Et nous nous dirigeons après vers la fin du mois lunaire. J'ai un petit peu omis de dire à quel moment le Soleil et Uranus étaient ensemble, étaient en conjonction dans le Taureau. Mais bon, c'est pas très grave. C'est une conjonction qui n'est pas très aspectée par ailleurs par d'autres aspects, donc elle n'est pas très puissante. Elle aura un impact à long terme, si vous voulez. Mais là, Hmm. on ira trop loin maintenant. Au niveau financier, etc. Les finances. Oui, parce que pour le coup, là, Uranus, enfin cette conjonction Uranus-Soleil, elle a lieu dans le signe du Taureau. Oui, Voilà. oui, Donc, Uranus va se charger d'un nouveau programme. oui, absolument. Un nouveau programme, un nouveau cycle d'une année. D'une d'une- année. Il en aura 7 comme ça au total. Donc après, l'analyse, elle est trop détaillée après pour la faire maintenant. Ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Mais pour résumer, pour ce mois solilunaire, il est puissant. Nous allons voir des grandes décisions prises au niveau mondial. Nous allons aussi vivre des moments d'élan spirituel, de connexion avec la tradition. Saturne dans les poissons, là où il est exactement, il est en lien avec la tradition. Ce que nous faisons dans notre formation aussi est en lien avec ce Saturne-là. L'astrologie ancestrale, en fait. Hmm. Quand tu parles de notre formation, c'est-à-dire c'est la formation à laquelle je participe actuellement et que tu Voilà, pratiques au voilà, niveau de l'astrologie. voilà, où nous pratiquons l'astrologie ancestrale. Rien n'est dû au hasard. Oui, oui, oui. Ouais, ça c'est clair. Enfin, comment dire, quand tu dis que nous pratiquons l'astrologie ancestrale, moi j'ai juste envie de dire qu'on pratique l'astrologie sacrée, parce qu'en fait, c'est Mhm. vraiment une forme d'astrologie qui nous plonge au cœur du sacré, et c'est d'une puissance extraordinaire. Oui, Ça va au-delà du simple apprentissage, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui transcende et qui nous enseigne au-delà, bien au-delà des techniques. Il y a vraiment quelque chose de oui. très particulier qui se passe, hein. Mais oui, puisque dans le passé, l'astrologie était
En fait, l'astrologie était la religion première de l'humanité, comme le montrent plusieurs études. Pourquoi? Puisque depuis le début, en fait, depuis le temps pour lequel nous disposons d'artefacts, en fait, l'être humain a mis un lien, une corrélation entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre. Et l'observation du ciel était absolument fondamentale pour la création même des divinités. C'est pas les créer, mais disons les nommer, les former en tant que concept pour l'être humain. Ça s'est fait grâce aux étoiles, avec les étoiles. Toutes les divinités, en fait, que nous retrouvons dans la mythologie avaient à l'époque leur correspondance en chair et en os et en lumière, si j'ose dire, dans le ciel, puisque la lumière, c'est leur corps, c'est leur être physique, la lumière. Et donc, euh, c'était une fusion, une véritable fusion et une conversation entre les dieux et les êtres humains, ce que nous avons complètement perdu. Enfin, il reste des bribes. Mais quand on pratique cette astrologie-là, on est obligé d'aller dans cette compréhension aussi philosophique, vivante du ciel, de faire un avec le ciel, avec les énergies, avec les esprits qui sont présents là devant nous. Et du coup, nous sommes transformés. C'est obligé. Ouais, ouais, Obligé. c'est clair, c'est clair. Mhm. Totalement transformé. Bien. Eh ben, donc prochaine nouvelle lune, elle se situera donc à quelle date exactement? La prochaine nouvelle lune aura lieu en taureau, dans le signe sidéral du taureau et dans le 11e degré du taureau, proche de l'étoile Aldébaran, une des étoiles de la richesse. Et donc, nous allons parler de Vénus et nous allons parler de ce Jupiter qui va, du coup, disparaître pour réapparaître plus tard, au Donc mois de juillet, elle aura lieu quand alors très exactement? le 27 mai. Le 27 mai. Voilà. Super. Mais dans le taureau. Eh bien écoute, Jana, comme d'habitude, passionnant. Et Merci, merci. Je te souhaite vraiment la plus belle et magnifique transformation qui soit, oui. et que l'on puisse continuer cette belle collaboration toutes les deux Ah bah, j'y et, compte bien. J'y compte bien. et qu'on continue de régaler toutes les personnes qui sont là avec nous et de nous régaler nous-mêmes. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc, c'est un grand moment pour toi. Je serai avec toi dans mon cœur. J'invite tous nos spectateurs et spectatrices à envoyer une pensée pour toi et pour ton bon rétablissement, dont je ne doute pas. Et puis, voilà, on va se retrouver pour la suite. Eh oui, eh oui. Mais tu vois, c'est pas anodin que j'ai ce cancer qui vient quelque part expurger quelque chose, qui arrive au même moment où j'entreprends cette formation sur le sacré, le lien avec le sacré, où je publie aussi mon livre qui parle aussi du sacré. Enfin, je sens vraiment que la transformation, elle est déjà là profondément et que la guérison est déjà là aussi profondément. Donc, moi, je suis déjà guérie à l'intérieur et, et voilà, c'est tout ce qui compte. Voilà, je vais arrêter le partage juste pour revenir avec toi. Merci Marie. Merci à toi, Jana. À bientôt. Merci Et à à très vite. tous. Ouais, au revoir et à bientôt. Au revoir.